Jamais je n'aurais imaginé me retrouver un jour mise à la porte de ma propre maison par mon gendre, comme si j'étais une parfaite étrangère. Le jour où il m'a interdit d'entrer dans le garage, j'ai su que quelque chose de terrible se passait. Mais ce que j'ai découvert à l'intérieur allait détruire tout ce que je pensais savoir sur ma famille. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelque chose que je n'aurais jamais cru partager. Et si, ne serait-ce qu'une seconde, cela vous semble familier, je vous demande seulement d'aimer cette vidéo et de vous abonner. Cela m'aidera à continuer à ouvrir mon cœur. Je m'appelle Martine, et à 73 ans, je me réveille chaque matin dans mon petit studio exigu de Montreuil, au son des camions poubelles qui grondent sur le boulevard. L'odeur de café brûlé de ma vieille cafetière à filtre se mêle à l'odeur de moisi des vieux journaux que je n'arrive jamais à jeter. Mes mains arthritiques tremblent légèrement tandis que je verse cette première tasse, la vapeur s'élevant comme les fantômes de jours meilleurs. Pendant 35 ans, j'ai vécu dans une belle maison de 5 pièces à Saint-Maur-des-Fossés avec mon défunt mari, Robert. Nous y avons élevé 3 enfants, les avons vus faire leurs premiers pas sur le parquet que nous avions posé nous-mêmes, avons célébré des anniversaires dans le jardin sous le vieux chêne que Robert avait planté l'année de notre emménagement. Quand il est décédé, il y a 7 ans, je pensais que je finirais mes jours entourée de ses souvenirs, entre ces murs qui contenaient toute une vie de rires et d'amour. Mais la vie a une façon de vous retirer le tapis sous les pieds quand vous vous y attendez le moins. Ma fille Sophie, ma deuxième, et celle qui a toujours semblé avoir le plus besoin de moi, a épousé Marc il y a 5 ans. Je n'oublierai jamais le jour du mariage, dans cette salle de réception chic à Boulogne-Billancourt, avec vue sur la tour Eiffel au loin. Marc était élégant dans son costume de location, mais quelque chose dans son sourire n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Même à ce moment-là, quelque chose clochait, comme regarder un film où le son n'est pas synchronisé avec l'image. Sophie rayonnait dans la robe de mariée de sa grand-mère, celle que j'avais soigneusement conservée dans du papier de soie pendant des décennies. Elle a serré ma main pendant la danse père-fille, les larmes coulant sur nos 2 visages parce que Robert n'était pas là pour la conduire à l'hôtel. J'ai dansé avec elle à sa place, mes pieds me faisant mal dans les talons inconfortables que j'avais achetés juste pour l'occasion. Marc avait de grands rêves. Du moins, c'est ce qu'il racontait à qui voulait l'entendre. Il voulait créer sa propre entreprise de BTP, construire des maisons sur mesure pour des familles riches qui s'installaient en grande banlieue. Il parlait de contrats à plusieurs millions d'euros et d'opportunités d'investissement, d'actions, de crypto-monnaies et de la construction d'un patrimoine qui durerait des générations. Sa confiance était contagieuse, et Sophie buvait chacune de ses paroles comme s'il lui promettait la lune. 3 mois après le mariage, ils sont venus me voir avec une enveloppe pleine de plans d'affaires et de demandes de prêts. Marc a étalé les papiers sur ma table de cuisine, ses doigts épais pointant des chiffres qui me donnaient le tournis. « Maman, c'est notre chance », a dit Sophie, ses yeux brillants d'un espoir que je n'avais pas vu depuis qu'elle était petite fille. Marc a trouvé des investisseurs, mais il a besoin d'un capital de départ pour prouver qu'il est sérieux. J'ai regardé ses papiers, le visage de ma fille, le hochement de tête confiant de Marc, et j'ai senti l'attraction familière de l'amour maternel l'emporter sur le bon sens. Comment pouvais-je dire non à ma petite fille? Comment pouvais-je lui refuser le bonheur qu'elle méritait après l'avoir vue galérer pendant des années avec un BTS et des petits boulots sans avenir? J'ai pris 25 000 € de mon épargne retraite, de l'argent que Robert et moi avions économisé sou après sou pendant des décennies, de l'argent que j'avais prévu d'utiliser pour des réparations dans la maison, pour une vieillesse confortable, pour des urgences que je ne pouvais même pas imaginer. J'ai tendu ce chèque de banque à Marc par un matin gris d'octobre, le regardant le plier dans son portefeuille comme si ce n'était qu'un bout de papier. « Merci, maman », a murmuré Sophie en me serrant fort dans ses bras. « On te remboursera avec les intérêts, c'est promis. » Marc a juste hoché la tête, me serrant la main avec une poigne qui semblait trop ferme, trop calculée. « Vous ne regretterez pas cet investissement, Madame Dubois. La famille, c'est fait pour s'entraider, n'est-ce pas? » Ces mots allaient résonner dans mon esprit pendant des années. Moins de 6 mois plus tard, Sophie était enceinte de leur premier enfant, mon petit-fils Théo. Je passais mes journées à faire la navette entre mon studio et leur maison de location à Créteil, apportant des courses quand l'argent manquait
préparant des repas quand Sophie était trop fatiguée pour tenir debout, gardant Théo pour qu'il puisse sortir pour leur anniversaire de mariage ou pour les rendez-vous d'affaires de Marc. J'aimais être grand-mère plus que je ne l'aurais jamais imaginé. Le premier mot de Théo a été « Mamie ». Et mon cœur a failli exploser de fierté quand Sophie m'a appelée, riant et pleurant en même temps. Je dépensais ma petite retraite en couches, en lait en poudre et en vêtements minuscules qui coûtaient plus cher que mon budget de course de la semaine. L'entreprise de Marc semblait mettre une éternité à démarrer. Il y avait toujours des permis de construire retardés, des investisseurs qui se retiraient, des problèmes de météo qui empêchaient les équipes de travailler, mais il continuait de parler du grand coup qui allait arriver, du contrat qui changerait tout. Sophie le croyait complètement, et je voulais le croire aussi. 2 ans plus tard, la petite Emma est née, une magnifique petite fille avec les yeux verts de Sophie et le menton têtu de ma défunte mère. À ce moment-là, je vivais pratiquement chez eux, aidant avec 2 enfants de moins de 3 ans pendant que Sophie se remettait d'un accouchement difficile et que Marc travaillait de plus en plus longtemps sur des projets qui ne semblaient jamais se concrétiser. Je me souviens d'un soir, pliant de minuscules vêtements dans leur salon pendant que Sophie faisait la sieste et que les bébés jouaient sur le tapis. Marc est rentré tard, ses chaussures de sécurité couvertes de boue, son visage crispé par un stress que j'avais appris à ne pas questionner. Il a à peine remarqué les enfants qui lui tendaient les bras, s'est juste versé une bière et a disparu dans le garage. « Papa fatigué », a dit Théo de sa petite voix, et quelque chose dans la résignation de ces 2 mots m'a serré la poitrine. Ce garage est devenu le sanctuaire de Marc, son bureau, son refuge loin du chaos de la vie de famille. Il a installé un verrou, affirmant qu'il avait besoin d'intimité pour des appels téléphoniques importants, d'espace pour planifier l'entreprise qui était toujours sur le point de réussir. Sophie ne l'a pas remis en question, et moi non plus. Nous marchions tous sur des œufs, de peur de perturber l'équilibre délicat d'une famille en difficulté. Mais l'équilibre était la dernière chose que nous avions. La première fois que Marc a demandé plus d'argent, c'était par une après-midi étouffante de juillet. Je surveillais les enfants dans leur piscine gonflable pendant que Sophie faisait une double journée au cabinet médical où elle avait enfin trouvé un emploi stable. Ces heures de travail étaient notre bouée de sauvetage, le revenu fiable qui maintenait les lumières allumées et le réfrigérateur plein. Marc est arrivé dans sa camionnette, la même qu'il conduisait depuis avant le mariage, malgré tous ses discours sur la réussite de son entreprise. Il avait l'air fatigué, plus vieux en quelque sorte, comme si les rêves l'écrasaient au lieu de le soulever. « Maman, il faut que je te parle », a-t-il dit, sa voix portant quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Du désespoir, peut-être, ou du calcul. L'entreprise est à un point critique. J'ai une chance de soumissionner pour un projet énorme, mais j'ai besoin de capitaux pour montrer que je suis légitime. Il a étalé d'autres papiers sur la table du patio, des plans et des contrats avec des en-têtes d'entreprises dont je n'avais jamais entendu parler. Les chiffres étaient d'un plus gros cette fois, des zéros qui rendaient ma pension insignifiante. « Combien ?» ai-je demandé, sachant déjà que je n'aimerais pas la réponse. « 15 000. » Juste temporairement, jusqu'à ce que le contrat soit signé. Ensuite, on remboursera tout, avec les intérêts. « Ça pourrait nous mettre à l'abri pour la vie, maman? Mettre les enfants à l'abri pour leurs études? » J'ai regardé à travers la porte-fenêtre Théo et Emma, leurs petits visages rougis de joie alors qu'ils s'éclaboussaient dans la piscine en plastique bon marché. Ils méritaient toutes les opportunités, toutes les chances d'une vie meilleure que celle que leurs parents peinaient à leur offrir. J'ai contracté une 2e hypothèque sur mon appartement, utilisant la valeur que Robert et moi avions accumulée en 40 ans de mariage. La paperasse me donnait le vertige. Tous ces termes juridiques, ces taux d'intérêt et ces avertissements sur les défauts de paiement. Mais j'ai signé quand même, parce que qu'est-ce que l'argent comparé à la famille? Qu'est-ce que la sécurité financière comparée au bonheur de ma fille et à l'avenir de mes petits-enfants? L'employé de la banque, une femme gentille de mon âge, m'a regardée avec inquiétude. « Madame Dubois, vous êtes sûre de vous? » « À votre âge, ce genre de dette. »« C'est pour ma famille, » ai-je dit, et cela semblait être une explication suffisante. Mais les mois passèrent, et le grand contrat de Marc ne se matérialisa jamais.
L'entreprise est restée dans cet état perpétuel de quasi-réussite, toujours à un permis près, à un investisseur près, à un coup de chance près de changer nos vies. Pendant ce temps, je me suis retrouvée de plus en plus impliquée dans leur routine quotidienne, non par invitation mais par nécessité. Le travail de Sophie exigeait plus d'heures et la garde d'enfants coûtait cher. J'allais chercher les enfants à la crèche, leur donnais à dîner, les lavais, leur lisais des histoires jusqu'à ce que ma voix soit rauque. Marc rentrait après qu'il se soit endormi, prenait une bière dans le réfrigérateur et disparaissait dans ce garage fermé à clé. J'ai commencé à remarquer des choses qui ne collaient pas. De nouveaux outils dans la camionnette de Marc qui semblaient chers. Des reçus de restaurant dans ses poches alors que Sophie mangeait des sandwichs au jambon pour le déjeuner. Des appels téléphoniques qu'il prenait à l'extérieur, marchant jusqu'au bout de l'allée où nous ne pouvions pas l'entendre. Un soir, alors que j'aidais Sophie à plier le linge dans la chambre, j'ai trouvé le courage d'exprimer mes inquiétudes grandissantes. « Ma chérie, comment vont vraiment les affaires de Marc? Je veux dire, ça fait 3 ans. » Les mains de Sophie se sont immobilisées sur la petite chemise qu'elle pliait. Ses épaules se sont tendues et je pouvais voir les rides de stress autour de ses yeux qui n'étaient pas là le jour de son mariage. « C'est dur, maman. Le BTP, c'est un milieu compétitif. Marc travaille si dur, mais parfois je me demande. » Elle s'est interrompue et j'ai attendu, espérant qu'elle partagerait ce qu'elle avait vraiment sur le cœur. Mais la voix de Marc a retenti depuis le couloir. « Sophie? Où as-tu mis mes gants de travail? » Le moment est passé, et la garde de Sophie s'est relevée. « Il fait de son mieux », a-t-elle dit fermement, mais sa voix portait un tremblement qui me disait qu'elle avait aussi des doutes. Ce doute est devenu une graine qui a poussé dans l'obscurité des peurs inexprimées. J'ai commencé à prêter plus attention, de la manière dont on le fait quand quelque chose ne semble pas normal, mais qu'on ne peut pas tout à fait le nommer. L'emploi du temps de Marc est devenu plus erratique. Il partait tôt le matin et revenait tard le soir. Mais quand je demandais à Sophie des précisions sur des projets ou des chantiers spécifiques, ses réponses étaient vagues. « Il travaille sur une grande maison à Neuilly-sur-Seine », disait-elle, ou un projet commercial dans les Yvelines. Jamais de détails, jamais de précisions, jamais d'invitation à voir son travail. Le garage restait interdit, même à Sophie. Quand j'ai proposé d'aider à organiser ses outils ou à nettoyer l'espace, la réponse de Marc a été rapide et ferme. « C'est un espace de travail, maman. Je ne peux pas avoir des choses qui sont déplacées. Il y a trop de paperasse importante là-dedans. » Mais quel genre de paperasse nécessitait un verrou? Quel genre d'entreprise était si sensible qu'une femme ne pouvait pas entrer dans le bureau de son mari dans sa propre maison? Les questions se multipliaient comme de la mauvaise herbe dans mon esprit. Puis est arrivé cet après-midi de novembre qui a tout changé. Le ciel était de la couleur de l'étain vieilli, et le vent qui venait de la Seine coupait à travers ma fine veste comme des couteaux gelés. J'étais venue déposer des courses et, espérais-je, passer quelques minutes avec les petits-enfants avant que Sophie ne rentre du travail. Mais personne n'a répondu à la porte d'entrée, même si la camionnette de Marc était dans l'allée. J'ai fait le tour jusqu'au garage, pensant qu'il travaillait peut-être et n'avait pas entendu la sonnette. La porte latérale était légèrement entr'ouverte, et je pouvais entendre des voix à l'intérieur. J'ai frappé doucement et j'ai poussé la porte. « Marc? » »« C'est juste moi. J'ai apporté des courses. » Il est apparu dans l'embrasure de la porte avant que je puisse voir à l'intérieur, son corps bloquant ma vue comme un mur humain. Son visage était rouge, et des perles de sueur perlaient sur son front malgré le froid. « Maman, tu ne peux plus entrer ici, » a-t-il dit, sa voix portant une dureté que je n'avais jamais entendue auparavant. « C'est mon espace de travail. » Interdit d'entrer. Derrière lui, j'ai aperçu quelqu'un d'autre, un homme que je ne reconnaissais pas, qui rassemblait rapidement des papiers sur une table pliante. L'air sentait bizarre, chimique et âcre, rien à voir avec l'huile de moteur et la poussière de bois qu'on s'attendrait à trouver dans un atelier de garage. Je voulais juste aider. Ai-je commencé? Mais Marc était déjà en train de fermer la porte. Je n'ai pas besoin d'aide. Et à partir de maintenant, appelle avant de passer. Nous avons besoin de plus d'intimité. Intimité. Le mot m'a frappé comme une gifle.
Après 3 ans passés à être leur babysitter non rémunéré, leur cuisinière et leur mécène, je devais demander la permission de rendre visite à ma propre fille et à mes petits-enfants. Je suis restée là, sur leur allée fissurée, tenant un sac de courses que j'avais acheté avec de l'argent que je ne pouvais pas vraiment me permettre, me sentant plus petite et plus invisible que je ne m'étais sentie depuis les funérailles de Robert. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à cet homme dans le garage, à l'odeur, à la panique de Marc quand j'avais essayé d'entrer. Que cachait-il? Et plus important encore, que savait Sophie à ce sujet? Les semaines suivantes se sont écoulées dans un brouillard de suspicions et de peines grandissantes. Mes visites sont devenues plus sporadiques, en partie parce que j'étais blessée par le rejet de Marc, et en partie parce que j'avais peur de ce que je pourrais découvrir. Sophie semblait aussi plus distante, comme si elle portait un poids qu'elle ne pouvait pas partager. Mais c'est mon petit-fils Théo qui a finalement brisé mon cœur complètement. Je gardais les enfants un soir pendant que Sophie travaillait tard de nouveau. Emma dormait dans son berceau, et Théo coloriait à la table de la cuisine, sa petite langue sortant en signe de concentration, comme le faisait Sophie quand elle avait son âge. « Mamie » a-t-il dit soudainement, me regardant avec ses yeux sérieux qui semblaient trop vieux pour un enfant de 3 ans. « Pourquoi papa est si fâché avec maman ?» Mon cœur s'est serré. « Que veux-tu dire, mon chéri ?» Papa crie. Maman pleure. Je les entends dans le garage parfois. Les enfants remarquent tout, même quand on pense qu'ils sont trop jeunes pour comprendre. Les mots innocents de Théo confirmaient ce que j'avais peur de reconnaître. Quelque chose n'allait vraiment pas dans le mariage de ma fille, et ce garage fermé à clé en était le centre. Ce week-end-là, j'ai pris une décision qui aurait semblé impossible quelques mois plus tôt. J'allais découvrir ce que Marc cachait, même si cela signifiait risquer la paix fragile que j'avais essayé de maintenir. J'ai appelé Sophie le samedi matin, en gardant ma voix soigneusement décontractée. « Ma chérie, je pensais emmener les enfants au zoo de Vincennes aujourd'hui, pour vous donner, à toi et à Marc, un peu de temps seul. » Elle a semblé soulagée, peut-être même reconnaissante. « Ce serait merveilleux, maman. On a tous les deux besoin d'une pause. » Mais quand je suis arrivée pour chercher Théo et Emma, seule Sophie était là. Marc était parti tôt pour une urgence sur un chantier, a-t-elle expliqué. Mais ses yeux ne rencontraient pas les miens. Nous avons passé une journée agréable au zoo, regardant les visages des enfants s'illuminer devant les tigres et les éléphants. Pendant quelques heures, j'ai pu prétendre que tout était normal, que nous n'étions qu'une grand-mère profitant du temps avec ses petits-enfants. Mais à l'approche du soir, alors que nous retournions vers Paris, mon estomac s'est noué d'anxiété à l'idée de ce que je pourrais découvrir. J'ai déposé les enfants à la maison, où Sophie attendait avec le dîner déjà préparé. Elle avait l'air fatiguée, stressée, plus âgée que ses 32 ans. Marc n'était toujours pas rentré, et elle ne semblait pas l'attendre de sitôt. « Maman, je peux te demander quelque chose ?» a dit Sophie alors que je l'aidais à préparer les enfants pour le lit. « Bien sûr, ma chérie. N'importe quoi. » Elle est restée silencieuse un long moment, tressant les cheveux d'Emma avec des doigts tremblants. « Tu penses que les gens peuvent changer? Je veux dire, vraiment changer par rapport à ce qu'ils étaient avant? » La question flottait dans l'air comme la fumée d'un incendie qu'on ne parvient pas à localiser. Je voulais lui demander ce qu'elle voulait dire, à qui elle pensait, mais quelque chose dans son expression m'a averti de ne pas insister. Les gens peuvent évoluer, ai-je dit prudemment, mais leur nature profonde, leurs valeurs, je pense que ça reste assez constant. Elle a hoché la tête, mais je pouvais voir des larmes s'accumuler dans ses yeux. J'espère juste. J'espère quoi, ma chérie? Mais la camionnette de Marc entrait dans l'allée, et le moment est passé. Sophie a essuyé ses yeux rapidement, a remis ce masque de normalité que je commençais à reconnaître, et est allée accueillir son mari avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Je suis partie ce soir-là avec plus de questions que de réponses, et la certitude croissante que ma fille avait des ennuis dont elle ne pouvait ou ne voulait pas parler. Le point de rupture est survenu 2 semaines plus tard, un mardi qui a commencé comme n'importe quel autre, mais qui s'est terminé avec mon monde complètement bouleversé. J'étais allée chez eux pour chercher Théo pour un rendez-vous chez le médecin. Sophie était au travail, et Marc était censé surveiller Emma. Mais quand je suis arrivée, la maison était étrangement silencieuse.
J'ai utilisé mon double des clés pour entrer, appelant pour annoncer ma présence. Marc? C'est maman. Je suis là pour le rendez-vous de Théo. Pas de réponse. Le salon était en désordre, des jouets éparpillés partout, les assiettes du petit déjeuner d'Emma encore sur la chaise haute. J'ai senti un frisson d'inquiétude en fouillant la maison, appelant leur nom. Finalement, j'ai entendu des voix venant du garage. Des voix fortes, agressives et en colère. Je ne pouvais pas distinguer les mots, mais le ton était sans équivoque. Quelqu'un se disputait, et ça dégénérait rapidement. Je me suis approchée de la porte du garage, mon cœur battant si fort que j'étais sûre que tout le monde pouvait l'entendre. Les voix étaient plus claires maintenant, et je pouvais distinctement entendre Marc. Mais il y en avait d'autres aussi. Des étrangers dans la maison de ma fille, des étrangers qui semblaient dangereux. Puis j'ai entendu quelque chose qui a glacé mon sang. Emma, qui pleurait. Ma petite fille de 18 mois était dans ce garage avec ses voix en colère, et je n'avais aucune idée d'où se trouvait Théo. J'ai essayé la poignée de la porte, mais elle était verrouillée. J'ai frappé, doucement d'abord, puis avec plus d'insistance quand les pleurs ont continué. « Marc, est-ce que tout va bien? Où sont les enfants? » Les voix se sont tues brusquement. Des pas lourds se sont approchés de la porte et Marc l'a ouverte juste d'une fente, son corps remplissant l'espace pour que je ne puisse pas voir à l'intérieur. « Tout va bien, maman. Juste des associés. Les enfants sont... Ils vont bien. » Mais les pleurs d'Emma continuaient, et je pouvais entendre la peur dans ses petits sanglots qui faisaient hurler d'alarme chaque instinct maternel que je possédais. « Je dois voir les enfants, » ai-je dit, ma voix plus forte que je ne me sentais. Théo a un rendez-vous chez le médecin. Le rendez-vous a été annulé, a dit Marc rapidement. Sophie a appelé. Elle t'expliquera plus tard. Mais Sophie ne m'avait pas appelé. Je m'en serais souvenue. Et Emma pleurait toujours. Un son qui me brisait le cœur et me remplissait d'une fureur que je n'avais pas ressentie depuis des années. « Marc, laisse-moi entrer. Maintenant. » J'ai utilisé la voix que j'utilisais autrefois quand mes enfants faisaient des bêtises, la voix qui ne tolérait aucune discussion. Pendant un instant, quelque chose a vacillé sur son visage. La peur? La culpabilité? Mais ensuite, son expression s'est durcie. « Non, maman. C'est ma maison, mon garage, mes affaires. Tu dois partir. » Il a commencé à fermer la porte, mais j'ai coincé mon pied dans l'entrebâillement. « Où est Théo? » »« Il est chez un ami. Tout va bien. Tu es parano. » Mais tout n'allait pas bien. Je pouvais le sentir dans l'air, le sentir dans l'odeur chimique qui était plus forte maintenant, le voir dans la façon dont les mains de Marc tremblaient alors qu'il tenait la porte. Je suis partie ce jour-là, mais je ne suis pas rentrée chez moi. Au lieu de cela, je suis allée dans un café à Créteil et je suis restée assise là pendant 2 heures, mes mains enroulées autour d'une tasse de thé que je n'ai jamais bu, essayant de comprendre ce que je venais de vivre. Ma petite fille avait été dans ce garage avec des étrangers qui étaient clairement agités par quelque chose. Mon petit-fils était censé être chez un ami, mais Marc ne pouvait pas me dire lequel. L'odeur, le secret, la panique dans les yeux de Marc quand j'avais essayé d'entrer, rien de tout cela n'avait de sens s'il dirigeait une entreprise de construction légitime. Mais quelle était l'alternative? Qu'est-ce qui pouvait être si terrible qu'il enfermerait ses propres enfants dans un garage avec des inconnus dangereux? J'ai pensé à tout l'argent que je lui avais prêté au fil des ans, à toutes les entreprises ratées et les opportunités manquées. J'ai pensé à l'isolement croissant de Sophie, à ses questions sur la capacité des gens à changer, à ses larmes qu'elle essayait si fort de cacher. Et j'ai pris une décision qui aurait terrifié la femme que j'étais 1 an plus tôt. J'allais découvrir la vérité, quoi qu'il en coûte. Ce soir-là, j'ai appelé ma voisine, Madame Da Silva, qui était devenue une bonne amie depuis que j'avais emménagé dans l'appartement à Montreuil. Carmen avait 75 ans, une enseignante à la retraite qui avait élevé 6 enfants et savait écouter sans juger. « Carmen, j'ai besoin de te demander quelque chose et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. Bien sûr, ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? » Je lui ai tout raconté, le garage fermé à clé, l'argent que j'avais prêté, les odeurs étranges et le comportement secret,
la peur que j'avais vue dans les yeux de Sophie. Carmen a écouté sans m'interrompre, faisant de temps en temps de petits bruits d'inquiétude ou de désapprobation. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un long moment. « Martine, je pense que tu sais ce que tu dois faire. La question est de savoir si tu es assez courageuse pour le faire. Que veux-tu dire? Tu as besoin de preuves. De vraies preuves. Pas seulement des soupçons et de mauvais pressentiments. Parce que si tu as raison sur ce qui se passe, ta fille et ses bébés sont en réel danger. Et si tu as tort, eh bien, alors tu sauras que tu as tort, et tu pourras arrêter de t'inquiéter. » Carmen avait raison, bien sûr. Mais comment pouvais-je obtenir des preuves alors que l'accès au garage m'était interdit? Comment pouvais-je protéger ma famille alors que je ne savais même pas de quoi ils avaient besoin d'être protégés? « Il y a des moyens, » dit Carmen doucement. « Si tu es sérieuse à ce sujet, si tu crois vraiment que ces enfants sont en danger, il y a des moyens de découvrir la vérité. » Le lendemain matin, Carmen m'a emmenée dans une petite boutique d'électronique à Belleville, tenue par son neveu Miguel. Je me sentais ridicule d'expliquer ce dont j'avais besoin, une petite caméra qui pourrait enregistrer sans être détectée, mais Miguel n'a ni jugé ni remis en question ma demande. « Beaucoup de grands-mères viennent ici, » a-t-il dit gentiment. « Parfois, on a besoin de protéger notre famille, non? » Il m'a montré un appareil plus petit que mon pouce, avec une batterie qui enregistrerait pendant des heures et une mémoire qui pourrait stocker des jours de séquence. Il ressemblait à un petit bouton noir, innocent et ordinaire. « Vous le placez là où il y a une bonne vue mais où personne ne regarde, » a expliqué Miguel. « En hauteur, c'est mieux, là où les ombres le cachent. Il enregistre tout, le son et l'image. J'ai payé la caméra avec l'argent que j'économisais pour les cadeaux de Noël, un argent qui semblait précieux quand chaque euro devait être étiré. Mais quel prix pouvais-je mettre sur la sécurité de ma famille? L'installer a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Carmen et moi avons attendu que Sophie m'appelle pour me demander si je pouvais garder les enfants pendant qu'elle et Marc allaient dîner pour leur anniversaire de mariage. C'était un samedi soir de fin novembre, et l'obscurité précoce aiderait à cacher ce que nous faisions. Je suis arrivée chez eux avec un gratin et mes meilleurs talents d'actrice de grand-mère. Marc était sous la douche, et Sophie se préparait dans la chambre. Les enfants jouèrent dans le salon, la télévision offrant une couverture parfaite pour tous les petits bruits que nous pourrions faire. Carmen était venue avec moi, prétendant m'aider à porter les courses. Pendant que je distrayais les enfants avec un nouveau livre, elle s'est glissée dans le garage par la porte latérale que Marc avait laissée déverrouillée dans sa hâte de se préparer pour leur soirée. 2 minutes plus tard, elle était de retour, hochant légèrement la tête pour me faire savoir que la caméra était en place. « Passez une merveilleuse soirée, » ai-je dit à Sophie quand elle est sortie, magnifique dans une robe que je l'avais aidée à choisir des mois plus tôt. « Vous méritez tous les deux de passer du temps ensemble. » Marc m'a à peine remarqué, il a juste attrapé ses clés et son portefeuille sur le comptoir. Mais j'ai remarqué qu'il a vérifié que la porte du garage était bien verrouillée avant leur départ. Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, je me suis assise dans leur salon, fixant cette porte verrouillée et me demandant quel secret se cachait juste derrière. La caméra enregistrait tout maintenant, stockant des preuves de ce que Marc cachait. Mais des preuves de quoi? Et étais-je préparée à ce que je pourrais découvrir? Les semaines suivantes furent une torture. Je vaquais à mes occupations quotidiennes, les courses, les rendez-vous chez le médecin, le bénévolat à l'église, mais mon esprit était constamment tourné vers cette minuscule caméra cachée dans le garage. Chaque fois que mon téléphone sonnait, je me demandais si c'était Sophie qui appelait avec des nouvelles, ou la police, ou pire. Marc semblait plus paranoïaque que jamais. Il a changé les serrures du garage et a installé des mesures de sécurité supplémentaires que je ne pouvais pas identifier. Sophie semblait de plus en plus vide, comme si elle disparaissait de l'intérieur. Mais c'est le petit Théo qui a fourni l'indice qui a tout mis en place. Je faisais à nouveau du babysitting, préparant des croque-monsieur pendant que les enfants jouaient dans le salon. Théo est entré dans la cuisine, traînant son éléphant en peluche préféré, et est monté sur mes genoux avec la confiance que seuls les petits-enfants possèdent. « Mamie, qu'est-ce qui cuit ?» La question semblait assez innocente, mais quelque chose dans son ton m'a fait le regarder plus attentivement. Son petit visage était sérieux,
inquiet d'une manière qu'aucun enfant de 3 ans ne devrait avoir à l'être. « Que veux-tu dire, mon chéri ? Dans le garage de papa, il y a toujours quelque chose qui cuit. Ça sent bizarre. Ça fait pleurer maman. » Mon cœur s'est mis à battre la chamade. « Quel genre d'odeur, Théo ?» Il a plissé le nez, réfléchissant intensément à la manière de décrire quelque chose qu'il était trop jeune pour comprendre. Comme quand maman nettoie la salle de bain. Mais en plus fort. Ça me fait mal à la gorge parfois. Des produits chimiques de nettoyage. De fortes odeurs chimiques qui faisaient rougir les yeux des gens et faisaient mal à la gorge des enfants. Combinées au secret, aux portes verrouillées, aux étrangers, aux problèmes d'argent qui ne semblaient jamais s'améliorer malgré les affirmations de Marc sur la réussite de son entreprise. J'ai eu la nausée alors que les pièces du puzzle s'emboîtaient enfin. Marc ne dirigeait pas une entreprise de construction. Il dirigeait quelque chose de beaucoup plus dangereux, quelque chose qui nécessitait des processus chimiques, du secret et des associés dangereux. Quelque chose qui mettait ma fille et mes petits-enfants en danger chaque jour. Je devais récupérer cette caméra et je devais faire sortir ma famille de cette maison. Mais d'abord, je devais voir les preuves de mes propres yeux, aussi horribles soient-elles. L'occasion s'est présentée plus tôt que prévu. Sophie m'a appelé un jeudi matin, sa voix tendue par le stress. « Maman, j'ai besoin d'une énorme faveur. La grand-mère de Marc est à l'hôpital à Lyon. Nous devons y aller en voiture tout de suite, et nous serons probablement partis pour la nuit. Peux-tu garder les enfants ? » « Bien sûr, ma chérie. Tout ce dont tu as besoin. On les dépose à ton appartement dans 1 heure. Ça te va ? » C'était plus que parfait. C'était exactement ce dont j'avais besoin. La maison vide, et 24 heures pour récupérer cette caméra et voir ce qu'elle avait enregistré. Après avoir installé Théo et Emma dans mon petit appartement avec suffisamment de jouets et de goûter pour les occuper, j'ai appelé Carmen. « C'est le moment, lui ai-je dit. Ils sont partis jusqu'à demain. » Carmen n'a posé aucune question. Elle est juste venue m'aider avec les enfants pendant que je retournais à la maison de Sophie, les mains tremblant si fort que je pouvais à peine tenir le volant. La maison semblait différente, vide, plus grande en quelque sorte, mais aussi plus menaçante. Chaque ombre semblait menaçante, chaque craquement du vieux plancher me faisait sursauter. J'ai vérifié toutes les serrures 2 fois avant de m'approcher du garage. La porte latérale avait un nouveau verrou, mais le neveu de Carmen avait anticipé cette possibilité. Miguel m'avait donné un petit outil qui pouvait manipuler la plupart des serrures résidentielles, avec des instructions très claires de ne jamais dire à personne où j'avais appris cette compétence. Il m'a fallu 20 minutes de tâtonnement avec des mains tremblantes, mais finalement le verrou s'est ouvert. Le garage était sombre et froid, sentant ces produits chimiques âpres que Théo avait décrits. J'ai utilisé la lampe de poche de mon téléphone pour naviguer entre des tables couvertes d'équipements que je ne reconnaissais pas, des balances, des récipients en verre, des tubes et des brûleurs qui ressemblaient à une sorte de kit de chimie. Mais ce n'était pas une expérience de chimie. C'était un laboratoire pour fabriquer quelque chose d'illégal, quelque chose d'assez dangereux pour que Marc soit prêt à risquer la sécurité de sa famille pour le protéger. J'ai trouvé la caméra exactement là où Carmen l'avait placée, cachée dans l'ombre au-dessus de la zone de travail principale. Mes mains tremblaient alors que je la retirais soigneusement, espérant désespérément qu'elle avait capturé des preuves de ce qui se passait dans cet espace. Puis j'ai entendu une portière de voiture claquer dans l'allée. Ils étaient de retour plus tôt. Sophie et Marc étaient de retour, et je me tenais au milieu de leur opération illégale avec une caméra cachée dans ma poche et aucune explication raisonnable de ma présence. J'avais peut-être 30 secondes pour sortir du garage et décider quoi faire ensuite. Mais 30 secondes, c'est une éternité quand votre esprit s'emballe et que votre corps est paralysé par la peur. J'ai entendu la voix de Sophie à travers la porte d'entrée, fatiguée et inquiète. Je devrais aller voir les enfants. Je me sens mal de les laisser à maman pour la nuit alors qu'Emma a été si grognon. Les enfants vont bien, a répondu Marc, sa voix sèche d'impatience. On doit reprendre la route. Grand-mère ne va pas mieux. Mais j'entendais des pas s'approcher et je savais que le temps me manquait. J'ai réussi à verrouiller la porte du garage et à me glisser dans le jardin juste au moment où la porte d'entrée s'ouvrait. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'il pouvait l'entendre de l'intérieur de la maison.
J'ai attendu dans l'ombre derrière leur abri de jardin, retenant mon souffle et priant pour qu'ils ne remarquent aucun signe de ma présence dans le garage. La caméra dans ma poche semblait peser une tonne. Après ce qui m'a semblé des heures, mais qui n'était probablement que quelques minutes, j'ai de nouveau entendu la voix de Marc. Quelque chose ne va pas dans le garage. La température est anormale, et je jurerais que je sens l'air frais. Peut-être que tu n'as pas bien fermé la porte quand on est parti, a suggéré Sophie, mais sa voix portait une nouvelle note d'anxiété. Je vérifie toujours la porte. Toujours. La voix de Marc se rapprochait, et j'ai réalisé qu'il sortait pour enquêter. J'ai longé la clôture en direction de l'avant de la maison, restant dans l'ombre et me déplaçant aussi silencieusement que mes articulations de 73 ans le permettaient. Ma voiture était garée à 2 rues de là, délibérément placée pour éviter les soupçons, mais 2 rues semblaient faire 2 kilomètres quand on fuit quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. J'ai atteint ma voiture juste au moment où Marc sortait du jardin, une lampe de poche à la main, cherchant des preuves d'une intrusion. Je suis restée assise là, dans l'obscurité, le regardant arpenter le périmètre de la maison, et j'ai réalisé que ma vie venait de changer complètement. Je n'étais plus une grand-mère qui s'inquiétait pour sa famille en difficulté. J'étais maintenant quelqu'un en possession de preuves d'activité criminelle, des preuves qui pourraient envoyer mon gendre en prison et détruire le mariage de ma fille. Mais j'étais aussi quelqu'un qui comprenait enfin pourquoi Sophie avait demandé si les gens pouvaient changer, pourquoi elle pleurait quand elle pensait que personne ne la regardait, pourquoi elle était devenue si maigre et si vide ces derniers mois. Elle savait. Peut-être pas tout, mais elle en savait assez pour avoir peur. Le trajet de retour à mon appartement fut un flou de lumière de la ville et de pensées qui fusaient. Théo et Emma dormaient sur mon canapé quand je suis rentrée, l'air si innocent et paisible que j'ai eu envie de les prendre dans mes bras et de ne plus jamais les laisser retourner dans cette maison. Carmen n'a eu qu'à regarder mon visage pour mettre immédiatement la bouilloire en marche pour le thé. « Tu as trouvé ce que tu cherchais ?» a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. J'ai hoché la tête, toujours incapable de parler de ce que j'avais vu. Et maintenant, tu dois décider quoi faire. J'ai passé cette nuit assise à ma table de cuisine, fixant la minuscule caméra qui contenait des preuves de crime que je ne pouvais même pas nommer. Théo et Emma dormaient paisiblement dans ma chambre, ignorant que leur vie était sur le point de changer pour toujours. Quel genre de grand-mère étais-je? Celle qui protégeait les secrets de sa famille, même quand ces secrets les détruisaient? Ou celle qui faisait ce qui était juste, même si cela signifiait détruire tout ce qu'ils pensaient savoir de leur vie? Au matin, je savais ce que je devais faire. Mais d'abord, je devais voir les preuves par moi-même. Je devais comprendre exactement ce que Marc avait fait dans ce garage, et depuis combien de temps cela mettait ma fille et mes petits-enfants en danger. Le neveu de Carmen, Miguel, nous a retrouvés à sa boutique d'électronique tôt le lendemain matin, avant l'ouverture officielle. Il m'a aidé à transférer le contenu de la caméra sur un ordinateur portable que nous pouvions regarder, m'avertissant que certaines preuves étaient difficiles à encaisser. Parfois, madame, la vérité est plus dure que l'ignorance. Vous êtes sûre de vouloir voir ça? Je n'étais plus sûre de rien, mais j'ai hoché la tête quand même. Les séquences étaient horodatées, me montrant exactement quand chaque enregistrement avait été fait. Des heures d'activité banale, Marc travaillant seul, rencontrant occasionnellement le même homme que j'avais aperçu des semaines plus tôt. Mais en regardant, le schéma est devenu clair et horrifiant. Marc ne fabriquait pas seulement de la drogue dans ce garage. Il utilisait ma petite fille comme couverture pour ses activités. Les enregistrements le montraient amenant Emma dans l'espace du laboratoire, l'installant dans un parc pour bébés pendant qu'il travaillait avec des produits chimiques dangereux à quelques mètres de là. Elle jouait avec ses jouets pendant qu'il pesait et emballait des substances qui pourraient la tuer si elle les ingérait accidentellement. Et il y avait pire, bien pire. La caméra avait capturé la colère de Marc quand Emma pleurait ou que Théo posait des questions innocentes sur les odeurs. J'ai vu mon gendre saisir mon petit-fils de 3 ans par le bras assez fort pour lui laisser des bleus. Je l'ai vu crier sur un bébé qui ne pouvait pas comprendre pourquoi papa était si en colère. Mais les images les plus déchirantes étaient celles de Sophie elle-même. Elle apparaissait dans plusieurs enregistrements, généralement tard dans la nuit quand elle pensait que les enfants dormaient. La caméra a capturé des conversations entre elle et Marc qui m'ont glacé le sang. Il faut que ça s'arrête.
disait-elle dans un enregistrement, sa voix tremblant de peur ou d'épuisement. Les enfants tombent malades à cause des vapeurs. Emma tousse depuis des semaines. Les enfants vont bien, répliquait Marc sèchement. Et cette affaire nous met un toit sur la tête. Sur ta tête. Tu veux retourner vivre dans la chambre d'amis de ta mère? Je veux que mes enfants soient en sécurité. Je veux qu'ils grandissent dans une maison qui n'est pas ça. C'est temporaire. Juste le temps qu'on accumule assez de capital pour déplacer l'opération ailleurs. Quelque part de plus grand. Tu dis ça depuis 2 ans, Marc. 2 ans à mettre nos bébés en danger pour tes plans pour devenir riche rapidement. La dispute s'est envenimée à partir de là, et j'ai vu ma fille se recroqueviller sur elle-même, alors que la voix de son mari devenait plus forte et plus menaçante. Elle était piégée, ai-je réalisé. Piégée par la peur, par la dépendance financière, par le fait que partir signifierait admettre à tout le monde, y compris à moi, que son mariage était un désastre. Mais elle était aussi piégée par l'amour. Même à travers les images granuleuses de la caméra, je pouvais voir que Sophie aimait toujours l'homme qu'elle avait épousé, espérait toujours qu'il deviendrait le mari et le père dont elle avait besoin. Le dernier enregistrement était le plus accablant. Il montrait Marc avec plusieurs hommes que je ne reconnaissais pas, tous manipulant des paquets et comptant de l'argent en quantité qui rendait mes petits prêts insignifiants. Des milliers d'euros changèrent de main pendant que mes petits-enfants dormaient à quelques mètres de là, complètement inconscients que leur maison était devenue un centre de distribution de drogues illégales. J'ai éteint l'ordinateur portable et je suis restée assise dans la boutique silencieuse de Miguel, submergée par le poids de ce que j'avais vu. Carmen me massait les épaules pendant que je pleurais, pour les rêves brisés de ma fille, pour l'innocence volée de mes petits-enfants, pour la famille que je pensais protéger. « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» ai-je murmuré. La voix de Carmen était douce, mais ferme. « Maintenant, tu les sauves. Tous, même s'ils ne veulent pas être sauvés. » Je savais qu'elle avait raison. Mais savoir quoi faire et avoir le courage de le faire sont 2 choses très différentes. Le premier appel que j'ai passé était à une avocate que Carmen m'avait recommandée, une femme nommée Patricia Leclerc, spécialisée en droit de la famille et en cas de violence domestique. Maître Leclerc avait bâti sa carrière en aidant des femmes à échapper à des situations dangereuses, et elle a immédiatement compris pourquoi j'avais besoin d'aide. « Madame Dubois, ce que vous avez décrit met votre fille et vos petits-enfants en danger physique immédiat. Les produits chimiques impliqués dans la fabrication de drogue peuvent causer des problèmes respiratoires, des lésions cérébrales et des problèmes de développement chez les enfants. Et c'est en supposant qu'il n'y ait jamais d'accident. Les explosions et les incendies sont courants dans ces opérations. Et j'ai eu la nausée en l'écoutant énumérer les risques auxquels ma famille était confrontée chaque jour. Quelles sont mes options? Vous pouvez remettre les preuves à la police et les laisser gérer l'affaire par le biais d'accusations criminelles. C'est le moyen le plus rapide de s'assurer que l'opération est démantelée et que votre famille est retirée du danger. Mais cela signifie aussi que votre gendre risque une peine de prison sérieuse, que votre fille pourrait être accusée de complicité si elle était au courant de l'opération et que les enfants seront plongés dans le chaos d'une enquête criminelle. C'est la bonne chose à faire, mais ce n'est pas facile. Maître Leclerc avait raison sur ce point. Rien dans cette situation n'allait être facile. Mais je n'arrêtais pas de penser à la toux d'Emma, à la question innocente de Théo sur pourquoi quelque chose cuisait toujours dans le garage de papa, aux yeux vides de Sophie, et à la façon dont elle sursautait quand Marc élevait la voix. J'ai pensé à l'argent que j'avais prêté au fil des ans, de l'argent qui avait probablement servi à acheter du matériel pour fabriquer de la drogue, plutôt que des outils pour des travaux de construction légitimes. J'avais été une complice involontaire de la destruction de ma propre famille. Cette prise de conscience m'a donné le courage dont j'avais besoin. Je veux d'abord parler à ma fille, ai-je dit à l'avocate. Elle mérite de savoir ce qui va se passer et elle mérite une chance de se protéger, elle et les enfants. Maître Leclerc a hoché la tête en signe d'approbation. C'est sage. Si elle est prête à coopérer avec les autorités, ce sera beaucoup plus facile pour elle. Mais Madame Dubois, vous devez comprendre. Une fois que vous aurez entamé ce processus, il n'y aura pas de retour en arrière. Votre famille ne sera plus jamais la même. Je savais déjà que ma famille ne serait plus jamais la même. La seule question était de savoir si elle serait détruite par les activités criminelles de Marc ou sauvée par la vérité.
J'ai appelé Sophie ce soir-là et lui ai demandé de me retrouver pour un café le lendemain matin. Elle a semblé surprise. Nous n'avions pas eu de conversation mère-fille sans les enfants depuis des mois, mais a accepté de me retrouver dans un petit café à Saint-Maur. Elle avait une mine affreuse quand elle est arrivée, mince et épuisée, avec des cernes sous les yeux que le maquillage ne pouvait cacher. Elle a commandé un café noir et a picoré un muffin qu'elle ne semblait pas vouloir, évitant mon regard de l'autre côté de la petite table. « Sophie, ma chérie, je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. » Elle a levé les yeux alors, et j'ai vu la peur traverser son visage. « Qu'est-ce qu'il y a, maman? Que fait vraiment Marc dans ce garage? » La question est restée en suspens entre nous comme une arme chargée. J'ai regardé le visage de ma fille passer par le déni, le calcul et enfin la résignation. « Je ne vois pas ce que tu veux dire, » a-t-elle dit, mais sa voix ne portait aucune conviction. « Si, tu le sais. Les portes verrouillées, les odeurs chimiques, les hommes étranges qui vont et viennent à toute heure. Le fait que son entreprise de construction ne semble jamais rien construire. » Les mains de Sophie tremblaient alors qu'elle levait sa tasse de café. « Maman, s'il te plaît, ne me pose pas de questions auxquelles je ne peux pas répondre. Tu peux y répondre. Tu ne veux simplement pas. » Elle est restée silencieuse un long moment, fixant son café comme s'il pouvait lui fournir les réponses qu'elle ne pouvait pas exprimer. « Si je te dis la vérité, qu'est-ce qui se passera ensuite? Ensuite, nous trouverons un moyen de te protéger, toi et les enfants. Et Marc? » J'ai tendu la main sur la table et j'ai pris la sienne. « Ma chérie, Marc a fait ses choix. Maintenant, nous devons faire les nôtres. » Sophie s'est mise à pleurer alors, doucement d'abord, mais avec une intensité croissante alors que des mois de peur et d'anxiété refoulée trouvaient enfin leur exutoire. « Je sais depuis 1 an, » a-t-elle murmuré. « Peut-être plus longtemps. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était autre chose, une sorte d'affaire légitime que je ne comprenais tout simplement pas. Mais les sommes d'argent, le secret, les gens qu'il fréquente. Qu'est-ce qui t'a finalement convaincu? Emma est tombée très malade le mois dernier. Forte fièvre, difficulté à respirer, une éruption cutanée sur tout le bras. Le médecin a dit que cela ressemblait à une exposition chimique, a demandé si nous avions utilisé de nouveaux produits de nettoyage ou s'il y avait eu des accidents industriels dans notre quartier. Mon cœur s'est serré en pensant à ma précieuse petite fille, souffrant de l'environnement toxique que son père avait créé. C'est là que j'ai su avec certitude que quoi que Marc fasse, cela empoisonnait nos enfants. Mais je ne savais pas comment l'arrêter. Je n'ai nulle part où aller, maman. Je n'ai pas d'argent de côté ni de compétences professionnelles qui paient assez pour subvenir aux besoins des enfants seuls. Et Marc? Il a été très clair sur ce qui se passerait si j'essayais de partir. Que veux-tu dire? Sophie a retroussé la manche de son pull, révélant des bleus sur son avant-bras avec le motif distinctif d'empreintes de doigts. Il ne me frappe pas aux endroits qui se voient. Et il n'a jamais fait de mal directement aux enfants. Mais les menaces s'aggravent, et j'ai peur de ce qu'il pourrait faire s'il pense que je vais le dénoncer. J'ai regardé ces bleus, la preuve que ma fille vivait un mariage violent en plus de tout le reste. Comment avais-je pu manquer les signes? Comment avais-je pu être si concentrée sur les difficultés financières et le garage fermé que j'avais manqué de voir que ma fille était blessée? Sophie, j'ai quelque chose à te montrer. Quelque chose qui pourrait changer la façon dont nous gérons cette situation. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré certaines des séquences les moins dérangeantes de la caméra cachée. J'ai observé son visage alors qu'elle voyait l'équipement de fabrication de drogue, les produits chimiques dangereux, les hommes comptant de l'argent pendant que ses enfants dormaient à proximité. Mais ce sont les images de Marc attrapant Théo qui l'ont complètement brisé. « Oh mon Dieu !» a-t-elle sangloté. « Oh mon Dieu, je ne savais pas qu'il faisait du mal à Théo. Je pensais qu'il était juste stressé, qu'il ne ferait jamais vraiment de mal aux enfants. Il vous fait du mal à tous, ma chérie, et ça va empirer si on n'arrête pas ça. » Sophie est restée assise là, pleurant pendant plusieurs minutes, pendant que je lui tenais la main et que j'essayais de mesurer l'ampleur de ce à quoi nous étions confrontés. Ma fille était piégée dans un mariage violent avec un homme qui fabriquait de la drogue dans leur maison familiale, mettant en danger la santé et la sécurité de ses enfants chaque jour.
Et c'est moi qui avais aidé à financer tout ça avec mes prêts et mon silence. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? A finalement demandé Sophie. On te fait sortir de cette maison, toi et les enfants. Ce soir. Et ensuite, on remet les preuves à la police et on les laisse s'occuper de Marc. Le visage de Sophie est devenu blême. Maman, je ne peux pas. Si Marc va en prison, si les gens découvrent ce qui se passait, les enfants grandiront en sachant que leur père est un criminel. Ils seront humiliés, traumatisés. Ils seront en vie, ai-je dit fermement. Et ils seront en bonne santé. Tout le reste, on pourra le surmonter ensemble. Il a fallu une autre heure de conversation, de larmes et de persuasions douces avant que Sophie n'accepte finalement de quitter Marc cette nuit-là. Nous avons élaboré un plan. Elle rentrerait chez elle, préparerait les affaires essentielles pour elle et les enfants, pendant que Marc serait à l'une de ses réunions d'affaires du soir et les amènerait à mon appartement. Le matin, nous remettrions les preuves à la police et demanderions une ordonnance de protection d'urgence. Ce n'était pas un plan parfait, mais c'était un début. Sophie a quitté le café les yeux rouges, mais avec quelque chose qui ressemblait à de la détermination dans sa posture. Pour la première fois depuis des mois, elle ressemblait à la jeune femme forte que j'avais élevée plutôt qu'à la personne effrayée et vide qu'elle était devenue. J'ai passé l'après-midi à préparer mon petit appartement pour 3 occupants supplémentaires. J'ai déplacé des meubles pour faire de la place aux enfants pour jouer, j'ai fait le plein de courses et de couches, et j'ai appelé Maître Leclerc pour lui faire savoir que nous allions de l'avant avec l'implication des autorités. Mais à 8 heures ce soir-là, alors que Sophie aurait dû arriver avec les enfants, mon téléphone a sonné à la place. « Maman ?» La voix de Sophie n'était qu'un murmure, et je pouvais entendre des pleurs en arrière-plan. « Qu'est-ce qui ne va pas? Où es-tu? » Il sait. Je ne sais pas comment, mais il sait que je prévoyais de partir. Il est rentré plus tôt et a vu les valises. Il ne va pas nous laisser partir. Mon sang s'est glacé. Où es-tu maintenant? Enfermé dans la chambre avec les enfants. Il a pris mes clés de voiture et mon téléphone. J'appelle avec le téléphone jouet de Théo, mais je ne pense pas que ça va marcher longtemps. Sophie, écoute-moi attentivement. J'appelle la police tout de suite. Garde cette porte verrouillée et ne le laisse pas entrer, quoi qu'il dise. Maman, j'ai peur. Il n'a jamais été aussi en colère. Et il n'arrête pas de dire qu'il ne peut pas me laisser tout gâcher ce pourquoi il a travaillé. L'appel s'est terminé brusquement, et j'ai immédiatement composé le 17. Police nationale, j'écoute. Ma fille et mes petits-enfants sont retenus contre leur gré par son mari. Il est impliqué dans la fabrication de drogues illégales, et j'ai des preuves. Ils sont en danger immédiat. L'opérateur a pris toutes les informations efficacement, mais chaque seconde qui passait semblait durer 1 heure pendant que Sophie et les enfants restaient piégés dans cette maison avec un criminel de plus en plus désespéré. Je suis allée en voiture jusqu'à leur maison malgré les instructions de l'opérateur de rester à l'écart, me garant de l'autre côté de la rue où je pouvais voir sans interférer avec les opérations de police. En quelques minutes, des voitures de police sont arrivées, gyrophares allumés, mais sirènes silencieuses. J'ai regardé depuis ma voiture les policiers encercler la maison, donner des instructions au mégaphone et finalement forcer l'entrée quand Marc a refusé de répondre. L'heure suivante fut un tourbillon d'activités. Des ambulanciers examinant Sophie et les enfants, des policiers en combinaison de protection spéciale enquêtant sur le garage, des voisins se rassemblant sur le trottoir pour regarder le chaos. Mais le moment qui restera gravé dans ma mémoire pour toujours, c'est de voir ma fille et mes petits-enfants sortis de cette maison par des policiers, enfin à l'abri de l'environnement toxique qui les empoisonnait lentement depuis des années. Sophie ressemblait à un fantôme, pâle et tremblante, mais tenant ses enfants fermement. Théo serrait son éléphant en peluche et regardait les lumières clignotantes avec de grands yeux, tandis qu'Emma dormait contre l'épaule de sa mère, respirant enfin de l'air pur pour la première fois depuis des mois. Marc a été emmené menotté, criant toujours que tout cela n'était qu'un malentendu, qu'il essayait juste de subvenir aux besoins de sa famille. Même dans la défaite, il ne pouvait pas reconnaître le mal qu'il avait causé aux personnes qui auraient dû compter le plus pour lui. La police a trouvé exactement ce que la caméra cachée avait révélé,
Une opération sophistiquée de fabrication de drogue qui fonctionnait depuis plus de 2 ans. Ils ont également trouvé des registres financiers montrant que mes prêts avaient en effet été utilisés pour acheter du matériel et des fournitures pour des activités illégales. J'étais malade de savoir que mon désir d'aider ma famille avait involontairement contribué à leur souffrance. Mais Maître Leclerc m'a rappelé que Marc nous avait tous manipulés, que ses mensonges et sa tromperie n'étaient pas de notre faute. « Vous les avez sauvés », a-t-elle dit simplement. Quand cela comptait le plus, vous avez eu le courage de faire ce qui était juste. La procédure judiciaire a duré des mois. Marc a été accusé de plusieurs crimes, notamment de fabrication de drogue, de mise en danger d'enfants et de violence domestique. Les preuves de ma caméra cachée ont été cruciales pour obtenir sa condamnation et une peine de 8 ans de prison. Sophie n'a pas été inculpée, grâce aux preuves montrant qu'elle était une victime plutôt qu'une participante volontaire. Mais elle a lutté contre la culpabilité et le traumatisme de ses années de vie dans la peur et le déni. Les enfants ont subi des examens médicaux qui ont confirmé ce que nous suspections. Théo et Emma présentaient tous deux des signes d'exposition chimique, mais heureusement rien qui ne puisse guérir avec le temps et des soins appropriés. Ils sont venus vivre avec moi temporairement pendant que Sophie se remettait sur pied, et mon petit appartement s'est rempli de jouets, de rires et du beau chaos de la vie de famille. Ce n'était pas la retraite que j'avais prévue, mais c'était exactement ce dont nous avions tous besoin. Sophie a trouvé un meilleur travail avec une mutuelle et a commencé une thérapie pour surmonter ce qu'elle avait vécu. Lentement, le regard vide dans ses yeux a été remplacé par quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. L'espoir. Les cauchemars de Théo se sont estompés à mesure qu'il apprenait que papa ne pouvait plus faire de mal à personne, que les mauvaises odeurs avaient disparu pour toujours, que sa famille était enfin en sécurité. La toux d'Emma a disparu, et elle a commencé à reprendre le poids qu'elle avait perdu pendant ces mois d'exposition toxique. Et j'ai appris quelque chose d'important sur moi-même, que même à 73 ans, j'étais plus forte que je ne l'avais jamais imaginé, que l'amour pour la famille pouvait vous donner le courage de faire des choses impossibles, que parfois, sauver les gens que vous aimez signifie détruire les illusions qui les protégeaient de la vérité. L'argent que j'avais prêté à Marc n'a jamais été récupéré. Il avait été dépensé en matériel qui a été détruit et en drogue qui avait été vendue depuis longtemps. Mais j'ai découvert que la sécurité financière importait beaucoup moins que la sécurité physique et émotionnelle. Mon épargne retraite était épuisée, mais ma famille était entière. 6 mois après la condamnation de Marc, Sophie et les enfants ont emménagé dans un petit appartement à quelques rues du mien. Assez proche pour que je puisse aider avec la garde des enfants et les dîners de famille, assez loin pour qu'ils puissent construire leur propre nouvelle vie. Sophie a recommencé à fréquenter quelqu'un, prudemment et avec précaution, mais avec la sagesse qui vient de la survie à quelque chose de terrible. Les enfants se sont adaptés avec la résilience que possèdent les jeunes, bien que nous ayons tous continué la thérapie pour surmonter le traumatisme qu'ils avaient subi. Et j'ai trouvé un nouveau but en parlant des signes de violence domestique et d'activités liées à la drogue dans les foyers. Maître Leclerc m'a mise en contact avec des groupes de soutien pour les grands-parents qui avaient dû intervenir pour protéger leur famille de situations dangereuses. J'ai appris que mon expérience n'était pas unique, que de nombreuses personnes âgées se retrouvent dans la position de devoir choisir entre la loyauté familiale et la sécurité familiale. Ce n'est jamais un choix facile, mais c'est toujours le bon choix de protéger les enfants du danger. En écrivant cette histoire, 2 ans après ce terrible jour de novembre où tout a changé, je peux voir mes petits-enfants jouer dans la cour de mon immeuble. Théo apprend à Emma à faire du tricycle, tous deux riant sous le soleil de l'après-midi. Ils sont en bonne santé maintenant, leurs poumons débarrassés des résidus chimiques, leur corps libéré du stress chronique de vivre dans un environnement dangereux. Ils mentionnent encore leur papa parfois, généralement avec confusion plutôt qu'avec traumatisme, et nous répondons à leurs questions honnêtement, mais de manière adaptée à leur âge. Sophie est devenue plus forte et plus confiante que je ne l'ai jamais vue. Elle a sa propre voiture maintenant, son propre compte d'épargne, prend ses propres décisions concernant sa vie et son avenir. Elle me remercie régulièrement d'avoir eu le courage d'intervenir quand elle ne pouvait pas se sauver elle-même. Mais je connais la vérité. Elle aurait fini par trouver la force. Je l'ai juste aidée à la trouver plus tôt, avant que plus de mal ne soit fait à ses précieux enfants.
La partie la plus difficile de cette expérience n'a pas été d'affronter Marc, d'impliquer la police ou de gérer le système judiciaire. La partie la plus difficile a été d'accepter que j'avais manqué tant de signes avant-coureurs, que j'avais été si concentrée sur le fait d'être utile, que j'avais manqué de voir à quel point l'aide était réellement nécessaire. Je revois ces années parfois, me demandant ce qui se serait passé si j'avais posé des questions plus difficiles plus tôt, si j'avais fait confiance à mon instinct à propos du garage fermé à clé, si j'avais reconnu les signes de violence qui se cachaient à la vue de tous. Mais s'attarder sur ce que j'aurais dû faire différemment ne change rien. La seule chose qui compte, c'est ce que nous faisons de la vérité une fois que nous la voyons enfin clairement. Aujourd'hui, Théo a 5 ans et entre en grande section de maternelle à la rentrée. Il est curieux, drôle et ne montre aucune séquelle de son exposition précoce aux produits chimiques toxiques. Emma a 3 ans, avec les yeux verts de sa mère et l'indépendance têtue de son arrière-grand-mère. Ils m'appellent « Mamie », comme ils l'ont toujours fait. Mais notre relation est différente maintenant. Elle est construite sur la vérité au lieu des secrets, sur l'amour authentique au lieu de l'obligation, sur la fondation solide d'une famille qui a survécu ensemble à quelque chose de terrible. Sophie et moi sommes devenus plus proches que nous ne l'avons jamais été, liés non seulement par la biologie, mais par l'expérience partagée de nous battre pour la survie de notre famille. Nous parlons ouvertement maintenant des choses difficiles, des signaux d'alarme et de l'importance de faire confiance à son instinct quand quelque chose ne va pas. Et nous parlons de pardon, non pas pour Marc, dont les choix ont mis ses propres enfants en danger, mais pour nous-mêmes. Pour les fois où nous n'avons pas vu ce qui était juste devant nous, pour les erreurs que nous avons faites en essayant de maintenir notre famille unie, pour la force qu'il a fallu pour finalement la déchirer afin de la sauver. En regardant mes petits-enfants jouer, je pense au genre de grand-mère que je veux être pour les années à venir. Pas celle qui encourage un comportement destructeur par loyauté mal placée. Pas celle qui reste silencieuse quand parler pourrait sauver des vies. Je veux être le genre de grand-mère qui est un modèle de courage, qui leur montre que l'amour signifie parfois faire des choix difficiles, qui leur apprend que protéger sa famille n'est pas la même chose que protéger les secrets de famille. Je veux qu'ils sachent qu'il n'est jamais trop tard pour changer de cap quand on se rend compte qu'on va dans la mauvaise direction. Que avoir 73 ans ne signifie pas qu'on ne peut pas apprendre de nouvelles choses sur soi-même et sur les gens qu'on aime. Surtout, je veux qu'ils sachent que la vraie famille, celle pour laquelle il vaut la peine de se battre, est construite sur la vérité, la sécurité et l'amour inconditionnel, et non sur des secrets partagés et une souffrance silencieuse. L'autre jour, Théo m'a demandé pourquoi papa avait dû partir. C'est une question qu'il pose périodiquement, généralement quand quelque chose lui rappelle le temps d'avant, une odeur, un son, un aperçu de quelque chose à la télévision. Je me suis assise à côté de lui et j'ai choisi mes mots avec soin, comme j'ai appris à le faire. Parfois, les gens font des choix qui blessent les personnes qu'ils sont censés protéger, lui ai-je dit. Papa a fait de très mauvais choix qui rendirent la vie avec lui dangereuse pour toi, Emma et maman. Reviendra-t-il un jour? Pas avant très longtemps. Et quand il reviendra, il devra prouver qu'il a appris à faire de meilleurs choix avant de pouvoir être à nouveau avec notre famille. Théo a hoché la tête solennellement, traitant cette information avec le sérieux que les enfants apportent aux vérités difficiles. Mais toi et maman, vous nous protégerez? Toujours, lui ai-je promis. Quoi qu'il arrive, nous vous protégerons toujours. C'est une promesse que j'ai l'intention de tenir pour le reste de ma vie. En repensant à cette expérience, je suis frappée par la rapidité avec laquelle tout a changé une fois que j'ai enfin affronté la vérité. Pendant des années, j'avais encouragé une situation dangereuse en refusant de poser des questions difficiles, en acceptant des explications qui n'avaient pas de sens, en donnant la priorité à l'harmonie familiale plutôt qu'à la sécurité familiale. Mais une fois que j'ai décidé d'agir sur mes soupçons, une fois que j'ai choisi le courage plutôt que le confort, tout a basculé. La caméra cachée a fourni les preuves dont j'avais besoin, l'avocate m'a donné les conseils pour les utiliser efficacement, et la police avait le pouvoir de mettre fin au danger immédiat. L'ensemble du processus, de l'installation de la caméra à l'arrestation de Marc, a pris moins de 2 mois. 2 mois pour sauver ma fille et mes petits-enfants d'une situation qui aurait pu les tuer.
Je pense à cela parfois quand je rencontre d'autres grands-parents qui expriment leur inquiétude concernant les relations ou les situations de vie de leurs enfants adultes. Combien d'entre nous se taisent parce que nous ne voulons pas nous ingérer? Combien d'entre nous voient des signes avant-coureurs mais se convainquent que ce ne sont pas nos affaires? Je comprends l'envie de rester en dehors de la vie de ces enfants adultes, de respecter leur indépendance et d'éviter d'être perçus comme indiscrets. Mais il y a une différence entre respecter les limites et ignorer le danger. Les enfants ne peuvent pas se protéger des environnements toxiques. Les victimes de violences ne peuvent souvent pas s'échapper sans aide. Parfois, aimer quelqu'un signifie être prêt à risquer sa colère pour assurer sa sécurité. Je partage cette histoire non pas parce que je veux être félicité pour mes actions, mais parce que je veux que d'autres grands-parents sachent qu'il n'est jamais trop tard pour intervenir lorsque des enfants sont en danger. Que l'âge et les limites financières ne vous empêchent pas d'être un protecteur et un défenseur de votre famille. Que parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est la chose la plus difficile que vous puissiez imaginer. Ma relation avec l'argent a également changé à la suite de cette expérience. Pendant des années après la mort de Robert, j'ai mesuré ma valeur à la quantité que je pouvais donner à ma famille, au nombre de problèmes que je pouvais résoudre avec des prêts, des cadeaux et du travail non rémunéré. Je pensais qu'être une bonne grand-mère signifiait dire oui à chaque demande, répondre à chaque besoin, éviter toute situation qui pourrait causer un conflit ou une déception. Mais j'ai appris que la vraie générosité ne consiste pas à donner aux gens ce qu'ils demandent. Elle consiste à leur donner ce dont ils ont réellement besoin, même quand ils ne le veulent pas. Sophie avait besoin de sécurité plus qu'elle n'avait besoin d'argent. Les enfants avaient besoin d'un environnement sain plus qu'ils n'avaient besoin de jouets chers. Et j'avais besoin d'être une protectrice plus que j'avais besoin d'être populaire. De nos jours, je suis beaucoup plus prudente en matière d'aide financière aux membres de ma famille. Je pose des questions plus difficiles sur la manière dont l'argent sera utilisé. Je paie directement les prestataires de services au lieu de donner de l'argent liquide. Et je maintiens une indépendance financière qui me permet d'aider en cas de véritables urgences sans compromettre ma propre sécurité. C'est une leçon que j'ai apprise trop tard pour éviter les dommages qui ont été causés, mais pas trop tard pour prévenir de futurs préjudices. Je reste également impliquée dans le système judiciaire qui a aidé à sauver ma famille. Je suis bénévole dans une association d'aide aux victimes, aidant d'autres familles à naviguer dans le processus complexe pour échapper à la violence domestique et aux crimes liés à la drogue. C'est un travail difficile, d'entendre histoire après histoire de familles déchirées par la dépendance, la violence et la criminalité. Mais c'est aussi un travail plein d'espoir, car je vois la force et la résilience qui émergent lorsque les gens reçoivent enfin l'aide dont ils ont besoin. Le mois dernier, j'ai aidé une grand-mère très semblable à mon ancien moi. Une femme dont le gendre avait un comportement de plus en plus erratique, dont la fille perdait du poids et se retirait des activités familiales, dont les petits-enfants montrèrent des signes de stress chronique. Je me suis assise avec elle dans le même café où Sophie a admis pour la première fois ce qu'elle avait caché, et je l'ai aidée à reconnaître les signes avant-coureurs que j'avais manqués pendant si longtemps. Ensemble, nous avons élaboré un plan pour documenter les comportements préoccupants, pour aborder sa fille avec compassion plutôt qu'avec des accusations, et pour impliquer les autorités compétentes lorsque les preuves justifiaient une intervention. Il est trop tôt pour savoir comment cette situation se résoudra, mais la grand-mère a quitté notre réunion avec des ressources, du soutien et la certitude qu'elle n'était pas seule dans ses préoccupations. C'est ce que j'aurais aimé avoir pendant ces premières années, où je sentais que quelque chose n'allait pas, mais ne savais pas comment y faire face. Quelqu'un qui avait vécu une expérience similaire, quelqu'un qui comprenait les émotions complexes liées à la protection de sa famille contre elle-même. Aussi difficile qu'ait été mon expérience, je suis reconnaissante de pouvoir l'utiliser pour aider d'autres familles à éviter les pires issues, pour montrer à d'autres grands-parents que l'inquiétude pour la famille ne doit pas être synonyme d'impuissance, que l'amour peut être à la fois doux et féroce. Les enfants m'appellent maintenant, leur voix montant de la cour, où ils jouent avec les enfants du quartier. C'est presque l'heure du dîner, et Sophie rentrera bientôt du travail pour notre repas familial hebdomadaire. Ces dîners du dimanche sont devenus une tradition sacrée, un moment pour nous tous de nous réunir et de partager les joies et les défis de la semaine. Nous cuisinons ensemble, rions ensemble,
Pleurons parfois ensemble lorsque des souvenirs refont surface ou que des étapes importantes sont franchies. Mais surtout, nous célébrons le chemin parcouru depuis cette période terrible où Emma toussait à cause des vapeurs toxiques, où Théo avait peur de la colère de son père, et où Sophie était piégée dans un mariage qui tuait lentement son esprit. Ce soir, Sophie amène un homme qu'elle fréquente depuis plusieurs mois, un enseignant gentil et patient qui la fait rire et traite les enfants avec une affection sincère. Leur relation n'en est qu'à ses débuts, mais il représente quelque chose d'important. La confiance croissante de Sophie dans sa capacité à choisir des partenaires qui enrichiront sa vie, plutôt que de la mettre en danger. Les enfants sont excités à l'idée d'une nouvelle figure paternelle, mais ils sont aussi en sécurité en sachant que leur famille principale, leur mère, leur grand-mère et eux-mêmes, est assez forte pour surmonter tous les changements qui pourraient survenir. Alors que je descends pour rejoindre mes petits-enfants, je pense à la femme que j'étais il y a 3 ans, anxieuse, confuse, financièrement stressée et de plus en plus isolée de la famille que j'essayais si fort d'aider. Cette femme ne se serait jamais imaginée capable d'installer des caméras cachées, d'affronter des criminels ou de témoigner au tribunal. Elle n'aurait jamais cru avoir la force de prendre des décisions qui modifieraient fondamentalement la structure et l'avenir de sa famille. Mais elle n'aurait jamais non plus imaginé la paix qui vient de la vie dans la vérité, la joie qui émerge lorsque les enfants sont vraiment en sécurité, ou la profonde satisfaction de savoir que vous vous êtes battu pour les personnes qui comptaient le plus quand cela comptait le plus. Si vous écoutez cette histoire et reconnaissez des éléments de votre propre situation familiale, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, que les instincts qui vous disent que quelque chose ne va pas ont probablement raison, que protéger les enfants et les adultes vulnérables vaut toujours la perturbation temporaire que cela pourrait causer aux relations familiales. Et je veux que vous sachiez que de l'aide est disponible, que vous n'avez pas à tout comprendre par vous-même. Il y a des avocats spécialisés dans les crises familiales, des policiers formés pour gérer les situations domestiques, des travailleurs sociaux qui comprennent les dynamiques complexes de la violence et de la dépendance. Il y a aussi des grands-parents comme moi, qui ont parcouru ce chemin difficile et ont survécu pour en parler. Nous comprenons la peur, la culpabilité et la confusion qui accompagnent la prise de conscience que quelqu'un que vous aimez fait du mal à d'autres personnes que vous aimez. Nous savons à quel point il est difficile de choisir la vérité plutôt que le confort, l'action plutôt que le déni. Mais nous savons aussi que les familles peuvent guérir de blessures terribles si elles sont prêtes à affronter la réalité et à obtenir l'aide appropriée. Que les enfants sont plus résilients que nous ne le pensons, que l'amour peut survivre même aux trahisons les plus dévastatrices s'il est fondé sur l'honnêteté et la sécurité plutôt que sur les secrets et la peur. Vous êtes-vous déjà trouvé dans une situation où protéger votre famille signifiait aller contre votre famille? Avez-vous dû choisir entre maintenir la paix et assurer la sécurité? J'aimerais beaucoup lire votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Ensemble, nous pouvons nous soutenir mutuellement à travers ces décisions impossibles et célébrer le courage qu'il faut pour placer l'amour véritable au-dessus de la fausse loyauté. Et si cette histoire a touché votre cœur ou vous a ouvert les yeux sur quelque chose que vous aviez besoin de voir, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Votre soutien m'aide à continuer de partager ces histoires difficiles mais importantes avec des familles qui pourraient avoir besoin de les entendre. Parce que personne ne devrait avoir à faire face à ces défis seul. Et aucun enfant ne devrait avoir à grandir en danger parce que les adultes qui l'aiment ont peur d'agir. Merci d'avoir écouté mon histoire. Prenez soin de vous et les uns des autres.